Donc nous revoilà donc à la prison Saint-Michel de Toulouse et là tu es toujours très ambitieux, tu es un garçon qui a toujours des idées dans la tête, tu as déjà passé ton diplôme examen d'auto-école, ça c'était à Paris. L'auto-école, et là à la prison Saint-Michel tu as d'autres idées. Comment c'est né Disons que, vu que j'avais mon examen de moniteur auto-école, je voulais monter une auto-école. Je voulais devenir patron d'une auto-école. Et puis, j'ai vu 2 ou 3 gars qui m'ont dit « Mais ne fais pas ça, ça vaut rien, l'auto-école, ça va devenir maintenant l'administration. C'est l'État qui va prendre en charge les auto-écoles, l'éducation nationale. Un jour, il n'y a pas d'avenir. » Bon. Alors j'ai dit, bon, il a raison, il n'a pas raison, je ne sais pas, on va voir, j'étais pas tranquille. Donc j'ai travaillé un peu au noir, comme ça partout, pendant quelques temps. J'aimais bien ce boulot, j'adorais, parce qu'en plus, on était jeunes, on faisait conduire des belles petites, c'était sympa, quoi. On vivait avec le monde jeune. Il y avait c'était autre chose que les détenus. Et donc de là, j'ai pas monté l'auto-école, et c'est grâce à mon copain... Patrice Demier, là, qui était fonctionnaire avec moi à Fresnes aussi, où on s'est connus, qui m'a incité à monter un magasin de pizza, parce que lui, il en avait monté un qui marchait bien. J'avais participé avec lui à la création de son premier point de vente, vu que j'avais du temps de libre. Et quand j'ai vu que ça marchait, il m'a même dit « Mais t'es con, qu'est-ce que tu fais dans l'administration? Monte un magasin de pizza. » Et si là, bon, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et voilà, et donc de fil en aiguille, j'en ai monté un, et puis voilà, et après j'ai développé, j'en ai monté un deuxième, j'en ai monté 6 pendant que j'étais à la prison, et puis je ne pouvais plus tout faire, quoi. J'avais trop de boulot, j'en pouvais plus. Je pétais les plombs, et là j'ai dit il faut que tu arrêtes l'administration. J'avais peur de l'arrêter l'administration, parce que même les collègues me disaient mais t'es fou, tu t'imagines, tu viens de passer l'examen de lieutenant, là tu pourrais avoir un beau poste, qu'est-ce que tu te barres, c'est sûr. Mais j'ai dit attendez, mais vous êtes des clochards ou quoi? Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'administration. Pour bosser, on peut faire n'importe quoi dans la vie, voilà. Donc j'ai pris la décision de me mettre en disponibilité et de gérer mes affaires, et puis d'arrêter ma disponibilité au bout de 6 ans. De démissionner définitivement et puis de me donner à toutes les affaires que j'ai pu faire depuis. La pizza, finalement, c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus. C'était pas un métier que tu avais. J'aimais la restauration, mais c'est vrai que c'est pas facile de monter un magasin de pizza quand on connaît rien, quand on connaît personne. C'est difficile de s'improviser, de créer une carte de 40 pizzas. De bonnes pizzas, faire des ingrédients, mettre un four, créer un magasin, c'est pas facile. J'en ai pour preuve aujourd'hui qu'on est franchiseur, que des gens viennent nous voir, parce que même aujourd'hui, créer un concept, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut surtout que ça marche. Donc moi je m'étais appuyé sur mon copain, ça a marché. J'ai pris les bonnes idées et les mauvaises, j'ai fait un tri. Et puis j'ai créé ma propre enseigne tranquillement, en voyant un peu l'offre et la demande des clients. Et puis voilà, et on a avancé. Et puis au fil du temps, on avance. Et puis grâce à lui aussi, parce qu'il m'a donné des combines, des ficelles, des fournisseurs. Enfin, voilà. Tu as de la gratitude. Oui. Ah oui. Et ce nom italien, comment il est né, Tutti Pizza? Ce nom italien, c'est avec mon copain, là, quand il a monté le premier magasin. Il l'a appelé Tutti Pizza, parce que bon, lui, il n'était pas italien. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses si j'appelle Tutti Pizza? Ça veut dire toutes les pizzas. Bah, j'ai dit, pourquoi pas, ça c'est sympa, ça marche bien, apparemment, la consonance. Tutti Pizza, c'est sympa. Et donc, il a créé la marque, il l'a déposée, il a mis son magasin. Moi, j'ai créé le mien sous cette marque. Et puis, au bout de 6 mois, il me dit, écoute, j'arrête tout. Il me dit, si tu veux, je te vends la marque qui venait de déposer. Et j'ai dit, ouais, attends, mais j'ai qu'un magasin, tu me vends la marque, quoi, elle vaut rien, ta marque. Et il me dit, ouais, mais bon, moi je veux arrêter, c'est quand même moi qui l'ai déposé, ça m'a coûté un peu de pognon, 300 balles pour la déposer, si et là, mais écoute, combien t'en veux? Une brique 5, il me dit, 15 000 francs à l'époque. Mais j'ai dit, écoute, tu m'as rendu tellement de services, tu m'as quand même aidé à rentrer dans la pizza. Eh bien, je mérite bien de te la payer. Donc je lui ai fait un chèque de 15 000 francs et j'ai racheté la marque.
Et là, j'ai fini de la déposer, j'ai les logos, tous les dépôts qu'il fallait faire, j'ai tout fait, et puis là, c'est parti comme ça. Tu es devenu un chef d'entreprise. Je suis devenu chef d'entreprise franchiseur. Avec un nom italien, pour un Italien, c'était voilà, quand même... voilà. Tu avais fait le rapprochement? Ah oui, bien sûr, oui, parce que bon, moi je suis de source italienne, et puis la pizza quand même, ça me plaisait, et puis on a voulu garder les couleurs de l'Italie, vert, blanc, rouge, hein, ce qu'on a fait et qu'on a toujours depuis 30 ans. Et je trouve qu'elles vont bien, parce que quand je discute avec certains concurrents, ils me disent, c'est vrai que vert, blanc, rouge, ça fait traditionnel, quoi. Ça fait traditionnel, ça fait italien, ça fait vraie pizza. Alors que maintenant, on fait du rouge et du noir. C'est pas la pizza, rouge et noir. La pizza, c'est vert, blanc, rouge. C'est italien. Voilà, donc je suis content de ce qu'on a fait. Je ne pense pas m'être trompé. Je suis assez fier d'avoir créé la marque comme ça et de l'avoir développée jusqu'ici. Après deux décennies en tant que surveillant de prison, tu démissionnes en août 93 parce que tu sais que tu vas changer de vie et te mettre à travailler comme entrepreneur avec cette franchise que tu viens de t'offrir, que tu viens de t'acheter 15 000 francs auprès de ton ami... auprès de ton camarade, voilà, et ça démarre. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Tu sautes le pas, quoi. La sécurité de l'emploi, c'est fini. Tu deviens un chef d'entreprise. Alors, quel est ton état d'esprit? Tu es content? Tu es fier de toi? Tu as un peu d'angoisse? Comment tu te sens? Disons qu'en 93, quand je me suis mis en disponibilité, hein, donc je quittais le boulot, bien sûr, pour me mettre en disponibilité, mais j'avais quand même une roue de secours, en sachant que je pouvais y revenir au bout de 6 ans, puisque j'avais pris 6 ans de disponibilité. Il faut savoir que quand j'ai pris la disponibilité, j'avais déjà 6 magasins de pizza qui avait été créé en 89, donc j'avais géré la pizza et la prison. Et c'est vrai que, vu le surcroît de travail que j'avais, je ne pouvais plus faire les deux. Et donc c'est là que j'ai vraiment décidé de me mettre en disponibilité, de gérer à fond mon entreprise, mes magasins. Et je me suis dit, eh bien, au bout de 6 ans, si vraiment ça roule, je démissionnerai définitivement, ce que j'ai fait. Alors, avant de me raconter ça, j'aimerais quand même juste que tu me dises comment ça s'est passé ces 6 ans où tu menais de front un travail de fonctionnaire de l'État qui n'est pas rien quand même, tu faisais des heures, et également monter 1, 2, 3, 4, 5, 6 magasins de pizza. Comment tu faisais? Travailler la nuit? Tu faisais comment? Ben, disons que il fallait composer, j'avais la famille, j'avais les enfants, j'avais le travail. Alors j'avais la chance que dans mon travail de fonctionnaire, je faisais des nuits. Donc ça me laissait beaucoup de temps de libre le jour, parce que quand on faisait une nuit de 12 heures, on faisait après-midi, matin et nuit, et donc on avait presque fait les 35 heures en 2 jours. Donc j'avais 2-3 jours de repos. Et sur ces 2-3 jours de repos, eh bien, c'est là que j'ai commencé à monter mon premier magasin. Et j'ai tout fait, hein. J'ai acheté une remorque, un attelage, et je me portais le placo, tout ce que j'avais à faire. Et j'ai monté mes magasins les uns après les autres sur mon temps libre. Et ensuite, quand ils ont été montés, que j'ai recruté le personnel et que ça roulait, ben je les gérais. Il fallait faire les caisses, il fallait recruter le personnel, il fallait le contrôler, il fallait faire les comptes, il fallait aller voir le comptable, il fallait faire des bilans, il fallait faire les nuits, il fallait travailler à la prison, il fallait tout faire, quoi. Et s'occuper aussi des enfants qui étaient tous les deux sportifs, ma femme qui travaillait, parce qu'on n'a jamais arrêté un seul instant dans sa vie de travailler, elle a toujours travaillé. Donc oui, j'avais des tâches vraiment complètes. J'avais pas mal de... Je faisais pas 35 heures, c'est clair. Je devais faire plutôt 90 heures par semaine. Comment ça se passait? Tu prenais le placo, voilà, ça veut dire que c'est toi qui montais la boutique comme un artisan? Ben oui, quand t'as pas de sous, quand tu démarres, que tu es simple fonctionnaire, que tu as un crédit de maison, que tu es endetté à 30% comme tout bon français,
C'est difficile d'appeler un artisan, de claquer du doigt et dire tiens, vous me faites tous les travaux, ça coûte cher. Alors comment tu faisais? Eh ben, j'achetais le placo à Casto, j'avais ouvert un compte dans un truc de matériaux, et puis j'achetais tout, et j'ai appris à travailler. Je savais déjà un peu, parce que je sortais pas d'une famille où on n'apprenait pas le travail. Donc, et puis je faisais tout, j'ai fait le carrelage, j'ai appris à faire le carrelage, à faire le placo, l'électricité, c'est clair qu'il n'y avait pas les normes de maintenant. Hein, je partais du compteur, je tirais une ligne, je mettais une prise où ça m'arrangeait sous le compteur, je mettais 3 ou 4 sur la même ligne, ça marchait, ça n'a jamais pris feu, ça a toujours roulé, mais il n'y avait pas les normes d'aujourd'hui, c'est clair. J'ai eu cette chance, mais tout a été fait de A à Z par mes mains, j'ai pas eu le choix. Parce qu'un magasin qui aurait peut-être coûté 30 briques à l'époque, hein, ou 40 000 euros, moi il me coûtait 10, 15, quoi. Voilà, parce que Qu'est-ce qu'il fallait? Un four à pizza? Four à pizza d'occasion, façonneuse on faisait à la main pour pas l'acheter, pétrin on avait un pétrin d'occasion, voilà, tout était d'occasion au départ, hein, quand on a démarré, on a fait qu'avec des produits d'occasion qui marchaient quand même, hein, mais matériel d'occasion complet, hein, rien de neuf, hein, on n'avait pas le choix, hein. De toute façon j'avais pas de drone donc j'avais pas le choix. Et la première fois que j'ai monté le premier magasin, je me rappelle être allé à la Banque Populaire qui était en face de la prison. Et donc, je me suis dit, comme c'était la banque des commerçants, j'ai dit, je vais aller en face, comme j'avais mis une veste sur ma tenue. Et puis, quand je suis arrivé à la banque, j'ai demandé un responsable, là. Et puis, j'ai dit, voilà, je vais me voir parce que j'aurais besoin d'un crédit, là, je vais monter un magasin. Et il me dit, mais vous n'êtes pas du métier, monsieur, vous travaillez en face, non? Et je vois que vous êtes... oui, je travaille en face, oui, exact. Et pourquoi vous me dites que je ne suis pas du métier? Je dis, vous me connaissez? Ah oui, mais quand on est fonctionnaire, vous savez, la restauration, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des déboires, c'est très compliqué. Si vous êtes en train de me faire la morale, alors je croyais que vous étiez une banque. J'ai dit, désolé, mais moi je suis là pour vous demander 50 000 francs pour monter un magasin. Voilà. Ah oui, mais donner les papiers, tout ça, on regarde. Il me dit, vous êtes endetté à 30%, on ne pourra pas vous prêter. Bon, mais c'est gentil, je vous remercie, c'est pas grave. Et je repars à la prison, et puis je discute avec des collègues, et puis j'ai un collègue qui me dit, mais putain, va au centre, au premier étage, au secrétariat. Je crois que quand tu es fonctionnaire, on te fait des prêts fonctionnaires. Le crédit social des fonctionnaires, ils prêtent quand tu changes les meubles chez toi, ils te prêtent. Ah d'accord. Donc je suis allé chez les meubles d'Ozat, à Croix-Dorade, je vais faire un devis de 6 briques, TTC. Et je suis arrivé, j'ai dit, voilà, je voudrais changer tous les meubles à ma maison, là, est-ce que vous me prêtez? Et la nana, elle me dit, il n'y a pas de problème, vous avez un devis, quelque chose? Et bien, ah oui, je vais faire un devis, j'en ai pour 6 briques, mais je n'ai pas besoin de 6, hein, avec 5 ça me suffira. Ah non, mais on peut vous prêter les 6 briques si vous voulez. Ben, j'ai écouté, ouais, pas de problème. Donc ils m'ont prêté, saisie arrêt sur salaire à fonctionnaire. Hein. À l'époque, je payais 1300 francs par mois. Hein, sur 4 ans, ils m'avaient fait un crédit. Et donc, j'ai démarré mon premier magasin comme ça. Sinon, je ne pouvais pas le démarrer, la banque ne me prêtait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis, quand je vois les gens qui arrivent pour monter des magasins, je me mets un peu à leur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des qualités derrière eux. Malheureusement, les banques ne suivent pas, elles ne font pas le tri entre les types qui sont compétents, qui veulent y arriver, qui ont les dents longues, et puis le mec qui n'est pas sérieux, quoi. Et ils ne prêtent pas facilement. Donc, souvent, il m'arrive maintenant de prêter à certains franchisés à qui je fais entièrement confiance, enfin que je les sens motivés pour qu'ils passent le cap s'il leur manque quelque chose pour arriver à monter leur magasin. On les aide. Et puis ensuite, tu quittes le nid, si on peut l'appeler ainsi, de la fonction publique, mais avec quand même cette possibilité que tu as au fond de toi, de savoir qu'au bout de 6 ans, tu peux quand même réintégrer tes pénates. Mais essaye de te souvenir comment tu es dans ta tête, ton choix est fait, tu seras entrepreneur. Disons que dans ma tête, je suis pas serein. Hein. Je sais que l'entreprise tourne, puisque ça fait depuis 89 que j'ai des magasins, et on est en 93, donc j'en ai 6. J'ai quelques crédits, même s'ils ne sont pas élevés, quelques petits crédits sur les autres, hein, puisque j'ai quand même des crédits. Bon, il est vrai que je n'avais pas des gros crédits, puisque je prenais toujours juste ce qu'il fallait, vu que je l'ai monté. Mais j'avais quand même dans la tête que ça marcherait.
J'avais suffisamment de recul avec 4 ans pour voir que ça fonctionnait, que j'étais capable de gérer mes affaires. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, maintenant je vais être libre, au lieu de consacrer 43 heures à la prison et puis 45 dans les magasins, je vais en consacrer 90 que pour les magasins. Donc ça va aller que mieux. Excuse-moi de t'interrompre. Tu travaillais 43 heures à la prison? À l'époque, c'était 43 heures. D'accord. Dans les années 90, on faisait 43 heures, on ne faisait pas 35 heures. C'est passé à 40 après, et puis ainsi de suite. Donc, moi, je savais qu'en étant pleinement à plein temps pour m'occuper des affaires, ça allait être beaucoup mieux, parce que c'est vrai que là, je saturais. Je pouvais pas, à un moment donné, je saturais complet, il a fallu que je fasse un choix. Et malheureusement, je ne pouvais pas reculer. J'avais déjà des magasins, donc j'ai dit là maintenant, il faut sauter le cap. Surtout quand on a des collègues à la prison qui te disent putain, mais t'es con, t'es lieutenant, quand t'as un grade où tu peux être directeur de prison un jour, qu'est-ce que tu te fais chier à monter des affaires quand t'as pas peur? Moi, je partirai pas. Alors là, ça rassure pas. Ma femme, qui était aussi un peu négative, qui me dit ouais, tu comprends les affaires, là t'es fonctionnaire, si, parce que ma femme est assez prudente. Voilà. Donc les gosses petits, j'étais un peu seul, et c'est vrai qu'à des moments j'ai angoissé. Mais bon, j'ai passé le cap, j'ai dit écoute, on est jeune, on est en pleine santé, hein, et on fonce, et puis ça a marché, quoi. Et puis il est vrai que si on bosse, qu'on est rigoureux, qu'on travaille sérieusement, ça marche les choses. Même encore aujourd'hui, les affaires qui ne fonctionnent pas, c'est que soit les gens ne sont pas dans le bon créneau, soit ils ne sont pas sérieux, quoi. On le voit. Ça t'excitait aussi quand même. Il y avait une motivation. Bien sûr, il y avait une motivation. Parce que l'argent. Il y avait la motivation de l'appât du gain, parce que bon, il faut savoir quand même que tout l'argent que je gagnais, j'en ai jamais touché un centime, je vivais avec l'argent de la prison, de mon salaire de fonctionnaire, donc je réinvestissais pour ne pas faire trop de crédit, donc j'ai tout misé sur tout ce que je faisais, je le gardais de côté, et chaque fois que j'ouvrais un magasin, quand j'empruntais 10 briques, j'avais 5 briques d'apport, et voilà, quoi. Donc c'est grâce à ça, à la rigueur, et puis en ayant tout contrôlé, en faisant attention de ne pas dépenser. J'aurais pu partir en vacances et dire bon, c'est bon, la vie est belle. Non, je n'ai pas fait. Ces 6 magasins, ils étaient à toi. Oui. Alors, après, il y a eu aussi, j'imagine, un autre changement mental dans ta tête, changement de paradigme, pour te dire, bon, maintenant, les magasins, il ne faut plus qu'ils soient à moi, je vais les donner en franchise. Comment ça s'est passé, ce tournant, aussi, dans ton business? Alors là, les magasins, quand j'ai eu les 6 magasins que je gérais jusqu'en 98 par là, 97, 98, j'avais les 6 magasins. Alors c'était des magasins qui étaient vieillissants. Donc ils tournaient mais stagnaient en chiffre d'affaires. Donc j'avais 2 solutions. Soit je les vendais, je prenais la monnaie de ce que ça valait, et je prenais l'argent, je faisais autre chose. Soit il fallait que je réinvestisse par magasin une 30 ou 40 000 euros pour les relooker, pour faire vivre le réseau, enfin les 6 magasins, pour les mettre au goût du jour et pour augmenter le chiffre d'affaires. Bon, j'ai fait un choix, puisque entre-temps j'avais monté des vidéos automatiques en parallèle, et ça marchait, c'est en pleine vogue, la distribution de cassettes vidéo automatiques. Donc j'ai monté ça, et en parallèle j'ai eu la chance d'avoir des franchisés, des employés que j'avais, qui m'ont dit monsieur Bory, vous ne pouvez pas me vendre un magasin, toutes les pizzas en franchise. Qui étaient des employés des pizzerias. Ouais, mes employés. Bon, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc du coup j'ai vendu tous les magasins, les uns après les autres, en franchise. Et l'idée venait d'eux? L'idée, elle venait pas d'eux, parce que développer la franchise, il fallait que je refasse des magasins. Il fallait que je montre quelque chose de sympa, qui vive, qui bouge, qui évolue. Donc, vu qu'on m'a fait cette proposition pour un magasin,
J'ai dit pourquoi pas, j'en vends un, on verra bien, je le mets en franchise. Le type, j'ai fait un petit contrat de franchise sympa avec mon avocat. Voilà, bonne franquette, il paye 1500 francs par mois de royalty. Je lui faisais la pub, les prospectus, et comme on dit, ça roulait. On a démarré comme ça. Et puis, il y en a un autre qui s'est greffé, deux, et puis je me suis retrouvé qu'au bout du 5e, j'ai dit, putain, t'as plus de magasin là. Et puis j'avais toujours la vidéo en parallèle, qui grossissait, parce que j'en ouvrais un tous les 3-4 mois, distributeur automatique. Et puisque j'avais vendu quelques magasins, j'avais de l'argent, et je montais autre chose. Et au bout du 6e, j'ai dit, bon, maintenant, tu peux pas être franchiseur sans avoir un magasin pilote. Donc là, j'ai décidé d'en ouvrir un à Pêche-Beaunieu, chez moi, à côté de chez moi, dans un village. Et là, j'avais mon fils le plus jeune qui avait 14 ans, Julien, qui me dit, papa, tu devrais ouvrir... Il y avait des murs à vendre à Pêche-Beaunieu, un petit local. Il me dit, papa, tu devrais monter un Tutti Pizza. Il avait 15 ans, lui. Tu devrais monter un Tutti Pizza à Pêche-Beaunieu. Je dis, mais ça va pas, ça marchera jamais à Pêche-Beaunieu, quand il y a 3000 pelés entendus, par rapport à la ville. Moi, j'étais habitué à la ville, Toulouse. Et putain, j'ai réfléchi une nuit et puis j'ai dit, mais peut-être il a raison, quoi. Et il me dit, papa, tous les copains là, ceux qui ont des mobilettes, ils vont à McDo, au Cambil, ils n'ont rien à bouffer, il n'y a rien dans le coin. Rien, je suis sûr que ça marcherait une pizza. Bon, j'avais un peu d'argent de reste, j'ai dit, allez, j'achète les murs, on verra bien. J'ai dit, pourquoi pas, j'ai dit, écoute, fils, on va le faire. Je monte le magasin, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on le fermera. Et j'ai monté le petit pizza à Pêche-Beaunieu. Alors là, on a fait l'ouverture, un succès. Les gens arrivaient par 10, 12, des piles de pizza, 4-5 pizzas à la fois, ce que je n'avais jamais vu en ville. Parce qu'en ville, les gens ont moins de paniers, moins d'argent. Et là, c'était des gens qui ont des villas, c'était un peu plus rupin, des mecs qui commandaient, mais j'ai dit, mais c'est la gavette, c'est pas possible. Et c'était le magasin qui tournait le plus. Donc là, j'ai dit, il y a quelque chose à faire en banlieue. Et là, j'ai remonté ce magasin, j'ai vendu les 6 autres, j'ai eu 17 distributeurs de vidéos en parallèle. Et là, on a décidé de dire, bon, maintenant, on monte un magasin à Pêche-Beaunieu, ça fait 6, 7. Et après, on a ouvert au Cambil. On en a monté un autre en propre au Cambil, on a monté Castelginest, et puis là, 9. Et puis on a dit, bon, on va développer un peu la franchise. Mais Sébastien est arrivé, qui avait 20 ans. Il est arrivé avec moi dans l'entreprise. Il dit, écoute, on pourrait développer bien maintenant, on a 9 magasins. Et on a commencé à développer, à structurer et à devenir des vrais franchiseurs. D'accord. Et donc, ça s'est étendu autour de la banlieue toulousaine, mais bien au-delà. Ah, ça s'est étendu, bien sûr, dans toute la périphérie toulousaine et ensuite sur Carcassonne, sur tout le Tarn, sur le Tarn-et-Garonne. Maintenant sur les Hautes-Pyrénées, sur le Maine-et-Loire, sur la région Bretagne. Voilà, bon, maintenant on a développé un peu. On est en train de franchir maintenant de bousculer les frontières. Bousculer les frontières et faire toute la France. Parce qu'au début, tu as commencé par des endroits que tu connaissais, dont tu maîtrisais les codes. Moi, je me suis dit, je vais pas faire comme tous les franchisés. Tous les franchiseurs, je vais pas faire pareil. Moi, ma franchisée, je vais la faire sur la région. Je vais faire une puissance dans la région. Même si je ne vais pas à Paris, on refusait de monter des magasins à Paris ou ailleurs. On s'est dit, on va monter un escargot autour de Toulouse. Et on va devenir la plus grosse chaîne du coin. Et on a été, Tutti Pizza, c'était le numéro 1 dans la région Midi-Pyrénées pendant des années. Et toutes les enseignes nationales qui sont arrivées, il n'y en a aucune qui nous a détrônés. Aucune. Parce qu'on s'était implanté, on était quand même nombreux. Tutti Pizza, c'est devenu connu et c'est devenu une entité sur Toulouse. Et puis à partir de là, après, on a développé un escargot et on est sorti de la ville. Il y a des frontières des départements et voilà. On est en l'an 2000. Donc tu as des Tutti Pizza, des franchisés. Tu as toujours tes magasins de vidéo. Qu'est-ce que tu as dans ton escarcelle? Dans les années 2000, j'ai 6 ou 7 magasins de pizza, puisqu'il y a les 6 plus 2001 au Cambil, on avait 8 en 2001. Et puis j'avais encore 17 distributeurs de vidéos automatiques, puisqu'on a commencé en 97, la vidéo automatique, quand c'était le plein boom. Et on a arrêté l'activité en 2007. On l'a gardé 10 ans. Voilà, donc là on avait du boulot sur la planche.
Et en parallèle, bien sûr, j'avais aussi un peu d'immobilier, puisque j'achetais toujours des locaux par-ci, des locaux par-là, quelques petits immeubles pour faire de l'investissement immobilier. Donc, c'est vrai qu'on avait du boulot. Et puis, mon fils, ce qui m'a raccroché à tout ça aussi, c'est que bon, moi, j'aurais pu faire, à un moment donné, dire, bon, voilà, c'est bon, là, maintenant, j'ai pas mal de... Je suis arrivé à un moment où je vends tout, je prends la monnaie, j'arrête. J'avais des biens immobiliers, j'aurais pu arrêter. Presque. Mais mon fils étant arrivé, Sébastien, qui est arrivé, lui, il avait 20 ans, donc il y a 18 ans ou 19 ans qu'il est arrivé avec moi. Donc il est arrivé à mes côtés, dans mes bureaux en dessous, à côté de ma maison. On a commencé à travailler ensemble. Il était motivé pour venir travailler dans l'entreprise. L'autre, il avait 4 ans de moins, donc il était jeune encore. Et donc j'ai dit, bon, maintenant on va faire quelque chose, on va se lancer et puis on va avancer, quoi. Et puis voilà, toujours à la recherche de trucs intéressants. En parallèle, j'avais aussi l'esthétique que j'ai ouvert en 98, le premier. Donc j'en avais, dans les années 2000, j'en avais 7. Alors, décris-le. Ben, les centres esthétiques, je les ai ouverts en 99, 1er juin 99. J'ouvre le premier centre esthétique au Minime, puisque mon copain, celui qui était dans la pizza et moi au départ, qui m'a fait connaître la pizza, avait arrêté quand j'ai racheté le bout de marque pour un magasin. Là. Et il me dit, écoute, j'ai créé des centres esthétiques, Epile Center. On épile les filles là, du sol au menton, ça marche, c'est bon, sans rendez-vous. Tu veux pas te franchiser chez moi ? Parce que j'ai besoin de franchiser, parce que j'ai qu'un magasin, et pour développer la marque, j'écoute, pourquoi pas, s'ils ne me vendent pas trop cher, moi je veux bien tenter l'expérience. Donc j'ai ouvert les Minimes, on a trouvé un local, j'ai ouvert, j'ai embauché 6 esthéticiennes de suite, parce que c'était le concept, pour embaucher les esthéticiennes. Mais le problème, c'est que moi, je n'étais pas esthéticien. Donc, puis lui, il n'était pas trop structuré pour nous former. Donc, j'ai embauché une esthéticienne, la première. Et puis, j'ai dit, voilà, moi, il me faut quelqu'un de comme ça, de compétent. Après, moi, je ne suis pas esthéticienne, donc je ne peux pas vous juger. On va vous mettre à l'œuvre. Et on en a embauché 6. Et après, c'était elle, la responsable que j'avais nommée, qui embauchait par la suite. Les filles qui les jugeaient en fonction de ses compétences, puisqu'elle était plus à même de le faire. Et donc, on en a ouvert un au Minime. J'ai ouvert Saint-Exupéry après. Un an et demi après, j'ai fait un peu comme la pizza. J'en ai ouvert en 4 ans, j'en ai ouvert 7. Donc, on en a ouvert avenue Camille Puchol, on a ouvert Saint-Alban, on a ouvert Tournefeuille, Colomiers, Saint-Jean. Stratégie. Voilà. Même stratégie que la pizza, à part que moi, là, j'étais franchisé. Je n'étais pas franchiseur. Mais bon, c'était mon ami, et puis je suis devenu un de ses plus gros franchisés, en fait. Parce que, au total, j'en ai ouvert 10 centres esthétiques. Au même moment, donc, tu touchais des royalties de tes franchisés de pizza, et au même moment, toi, tu versais des royalties. J'ai versé des royalties dans une autre franchise. À ton franchiseur d'Epile Center. D'Epile Center, voilà. Et je trouvais même que c'était bon pour moi, parce que quand je recevais quelqu'un pour monter un magasin de pizza, souvent, ils ont peur, les mecs, ils se disent, monter une franchise, ils vont me prendre des royalties et tout. Alors, je leur disais, voyez, moi, je suis franchiseur et franchisé. Parce que je ne suis pas une esthéticienne. Je ne connais rien au métier. Comme vous ne connaissez rien à la restauration. Et je veux m'entourer de professionnels. Donc, je paye pour ça, des royalties. Mais ce n'est pas grave de payer des royalties. L'essentiel, c'est gagner sa vie. Peu importe ce qu'on paye de royalties. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'un magasin d'esthétique... franchisé comme j'étais, moi je tournais à 20-25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Une simple esthéticienne à Toulouse, elle faisait 10 000. Donc c'était pas grave que je paye 1 000 euros de royalty, quoi. Ce qui comptait, c'est le résultat. Et d'ailleurs, j'ai été pendant longtemps, on l'est encore, même avec un magasin qui nous reste, j'étais dans le top 50 du réseau tout le temps. J'ai toujours eu les meilleurs chiffres d'affaires. J'ai été la référence du franchiseur qui a racheté après. Franz Lallemand, le patron de la boîte à pizza, qui a racheté le réseau Aesthetic Center à mon ami qui était son beau-frère. C'est compliqué. Et je suis devenu sa référence, car quand il avait des gens qui voulaient monter un magasin, il disait, vous téléphonez à M. Bory à Toulouse, demandez-lui si c'est bien, si c'est pas bien. Il a eu 10 magasins, il en a encore 7.
Voilà. Donc, et aujourd'hui, on en a encore un. Et aujourd'hui, tu es encore un franchisé. Je suis franchisé dans l'esthétique, ouais. On a un magasin à Castel-Gineste qui fait 150 mètres carrés, qui tourne bien, et qu'on a gardé le seul, puisque j'ai ma belle-fille, ma femme à Sébastien, qui est esthéticienne, qui d'ailleurs j'avais recruté à Tournefeuille il y a quelques années. Et donc c'est elle qui s'en occupe maintenant. Donc aujourd'hui, toutes ces activités que tu as créées il y a 20 ans, sont pérennes. Oui. Ah oui, mais c'est des activités qui fonctionnent, hein, bien sûr. À part la vidéo qu'on a arrêtée parce qu'il fallait l'arrêter, il n'y avait plus du lieu d'avoir cette activité, mais l'esthétique, c'est quelque chose où je ne vais pas me plaindre. Hein, ça m'a fait gagner ma vie très bien, hein, ça a bien marché. Mais c'est toujours, dans tous les réseaux, il y a des gens qui se plaignent, qui ne gagnent pas leur vie. Mais il faut qu'ils cherchent pourquoi ils ne gagnent pas leur vie, parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont pas bons. Moi, je le vois même dans l'esthétique. C'est bien parce que c'est une expérience. On le voit dans la pizza aussi. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Et le business, ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme qualité ? Ben, pour être dans le business, je crois qu'il faut être très, très rigoureux. Il faut être un peu intelligent quand même, hein, parce qu'il ne s'agit pas de monter des affaires et puis de ne pas savoir qu'il y a des charges à payer, qu'il y a des impôts, qu'il y a des loyers. Il faut être rigoureux, il faut être très très rigoureux. Il faut savoir que qui paye ses dettes s'enrichit et qu'il faut être le plus sérieux possible. Et maîtriser le plus dur, c'est maîtriser le personnel. Il faut avoir un tempérament à maîtriser le personnel. Moi, je le vois. J'ai maîtrisé 6 magasins à l'époque pendant que je travaillais ailleurs. Aujourd'hui, les gens qui arrivent, ils ont beaucoup de mal à maîtriser le personnel. Alors, le monde a changé. Les salariés ont changé. Il y a eu des libertés. Il y a eu... Les gens ont beaucoup plus de liberté qu'avant. Il y a beaucoup plus de droits. Les gens se foutent du boulot aujourd'hui. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Donc ça devient de plus en plus dur. Mais si on n'a pas la pogne, si on n'a pas la rigueur, si on n'est pas derrière eux, si on ne sacrifie pas des heures, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, il ne faut pas croire, parce qu'on met un magasin d'esthétique là-bas avec 6 esthéticiennes, qu'on ne ramasse que la caisse. La caisse, on le ramasse, mais si on n'y passe pas, si on n'est pas derrière, si on ne crée pas des choses nouvelles, si on ne dit pas là c'est sale, là c'est propre, là ça va bien, là il faut tourner le meuble, là il faut mettre le tableau là il faut le changer de place, là il faut créer le nouveau soin corps, et il faut ci, il faut là. Si on ne fait pas tout ça, si on n'est pas dynamique, hein, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça le but de la franchise en plus. La franchise, ben, c'est qu'on est dans un réseau où on nous aide, et je crois qu'aujourd'hui, tout entrepreneur qui veut monter sa propre affaire, je crois qu'il sera obligé de passer par la franchise. Parce que tout seul, quand on ne connaît rien, on est très mal loti, surtout dans la restauration. Aujourd'hui, quand on voit que nous, on a créé des ventes en ligne, aujourd'hui, le petit particulier qui a un petit magasin de pizza, une vente en ligne, ça coûte 80 000 euros à mettre en place. Il y a des sites, il y a des logiciels, il y a des sites internet qu'il faut faire évoluer en permanence, qu'il faut lier à une vente en ligne. Le gars qui est tout seul, il ne pourra pas suivre. Il pourra pas suivre. Aujourd'hui, la vente en ligne représente 40% des ventes. Si on n'est pas dans un réseau, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, quoi.